c'est d'essayer de passer un message. Il a 2 objectifs en fait, c'est de passer un message et de faire en sorte que le message soit passé. C'est-à-dire lui, il veut communiquer quelque chose et il a un deuxième objectif, c'est que ce soit communiqué. C'est-à-dire que les gens qui vont participer à cette réunion aient reçu le message. Voilà. Donc s'il n'y a pas de message, en fait, on n'a rien, elle n'est pas utile la réunion. Alors, et s'il y en a un, on va en faire une. En fait, qu'est-ce que j'attends de cette réunion et qu'est-ce que je peux apporter auprès du groupe? Qu'est-ce que je pense que le groupe va recevoir? Ça, c'est les 2 points de la réunion. S'il n'y a pas ces points-là, je peux m'en passer. Alors, les réunions, elles sont de 3 types, en fait. Les réunions, 3 types. Alors, il y a le type où je vais juste communiquer, j'ai quelque chose à dire, à transmettre, une information à donner. Donc, je vais faire une réunion pour transmettre cette information. Il y a des réunions où je vais vouloir avoir des informations, enfin partager des informations, plus discuter avec les gens, en fait. Et ça, c'est l'objectif, c'est échanger. Et en fait, dans une même réunion, on peut aussi prendre des décisions, c'est-à-dire faire des choix mais en accord avec les participants. Alors, selon le type de réunion, ce sera plus l'un ou l'autre, enfin, ou le troisième. C'est-à-dire qu'il y a des réunions où on ne décide pas, il y a des réunions où on n'en forme pas beaucoup, en fait, et où on échange beaucoup, etc. Donc, c'est les 3 fonctions de la réunion. Selon la fonction de la réunion, on verra qu'en fait, l'intervention des participants est plus ou moins attendue, en fait. Pour une information, comme ce type de réunion là à l'instant T, là, on va appeler ça une conférence. Je ne suis pas expert en réunion, mais bon, c'est une forme de conférence. Il n'y a pas beaucoup d'échanges. Et là, justement, je vais vous donner on va partager un petit exercice. Il se fait tout seul. C'est en fait, là, il y a différents types de réunions et en fait, il y a différentes fonctions à associer à ce type de réunion, à gauche et à droite. Alors, je vais lancer un petit minuteur un petit peu pipeau, c'est rigolo. Et en fait, vous pouvez imaginer, réfléchir et vous dire, voilà à quoi servirait une réunion d'agence, une task force, etc. Allez, c'est lancé. Donc là, je vous laisse réfléchir. En fait, c'est un petit exercice en ligne. Au départ, c'est un atelier. Voilà. Et en fait, il apporte des réponses. J'espère que c'est les réponses que vous partagez. Donc la réunion d'agence, c'est plutôt l'information. Une task force, c'est pour prendre des décisions. Un brainstorming, c'est pour échanger. J'espère que ça vous convient. Quand on présente des projets, c'est de l'information. Quand on recrute, c'est pour décider. Mais si le moyen, c'est l'échange. Et en fait, le comité projet aussi, c'est on informe et on décide. Voilà. Ces différentes réunions, il y en a tout plein d'autres. Et voilà, c'était un petit exercice rigolo pour vous montrer en fait quel est l'usage de la réunion. Et selon son usage, en fait, on va apporter plus ou moins d'importance aux participants, à la manière de communiquer. D'accord? Hop. Alors, la réunion, comme toute activité, en fait, elle a toujours trois étapes importantes. Quel que soit le sujet en fait, qu'on travaille, que ce soit une réunion ou autre chose, en fait, il faut bien préparer le travail de la réunion. C'est un petit projet en soi, en fait. Tout comme quand je sais pas, quand on veut peindre ses murs, on doit préparer. Si on prépare bien, ça se passera bien. Donc, la phase de préparation est une phase très importante. C'est là aussi où on va définir l'ordre du jour et où on va essayer de donner envie aux participants qu'on souhaite inviter à y participer à cette réunion. Ensuite, elle va se dérouler. Alors, dans la phase de déroulement, il y a 3 étapes. J'accueille les participants. La réunion va se dérouler et à la fin de cette réunion, on va en discuter avec les gens qui ont participé à cette réunion. Et la clôturer avec le partage de la conclusion. Enfin, à l'issue de cette réunion, c'est très important le compte-rendu parce que ce sont aussi c'est sur la préparation et le compte-rendu qu'on va juger de la qualité de la réunion. En fait. Il y a des attentes à l'heure du jour et il y a des attentes en compte-rendu. Même si parfois c'est paradoxal, on le verra, quelquefois une réunion sans ordre du jour
elle est ratée d'avance, mais quelquefois lors du jour, les gens ne la lisent pas non plus, ne le lisent pas non plus. Ça, c'est assez rigolo. Quelquefois, il y a des paradoxes, mais on est tous comme ça. Voilà. Alors moi, je suis l'animateur. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois rappeler pourquoi je veux réunir les gens. Et si je n'ai pas d'objectif, eh ben, j'annule ma réunion. Quel est l'intérêt de ma réunion? Quel est le message que je veux passer? Et pour bien le passer, je vais aussi préparer mon plan et le proposer aux gens qui vont venir, enfin que je veux inviter à cette réunion. Et ça va être en fait mon document de vente. En fait, ça va être mon ordre du jour et ça va être c'est ce qui va donner envie aux gens de venir ou pas à cette réunion. Donc, un ordre du jour bien préparé, c'est vachement intéressant en fait. Et pour celle de la préparation aussi, c'est là où je dis qui viendrait, qui je pense être concerné par cette réunion. Déterminer la date et la salle, alors oui, ça c'est prépondérant. Alors c'est peut-être une des étapes complexes quand c'est en présentiel, parce qu'il faut que tout le monde soit là. Bon, mais ça c'est une problématique classique. Avec les audioconférences, les vidéoconférences, on y gagne un petit peu là-dessus, parce que c'est beaucoup plus simple. La réservation de la salle, elle n'existe plus, même si on a d'autres problèmes qui sont d'ordre technologique. Donc là, ma réunion, elle est préparée et la réunion, on va la dérouler. Alors pour la dérouler, c'est on arrive, on accueille les personnes, on rappelle surtout à quoi elle sert cette réunion, on dit comment elle va se dérouler. Et alors il y a la phase désigner le secrétaire. J'aimerais bien que ce soit vrai, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui souhaitent être secrétaire. Alors là, c'est une question que je me pose moi, alors ne me la posez pas. Je n'ai pas pour habitude de désigner le secrétaire. Et pourtant, c'est une étape qu'on devrait faire. Ça, c'est très formateur. En réalité, en général, le secrétaire, je ne sais pas si c'est le cas dans vos réunions, mais pour ma part, c'était moi-même, enfin l'animateur de la réunion. Alors, Quand tu dis le secrétaire, c'est celui qui prend les notes pour le compte-rendu. oui, alors dans les réunions agiles, on pourrait dire que c'est comment il s'appelle, le Scrum Master, par exemple. Mais il est désigné d'office, en fait. J'imagine. Oui, le secrétaire, c'est celui qui va faire le compte-rendu, en fait. Ouais, Il ouais. n'y a pas grand monde pour ça qui se positionne. Et c'est pour ça que, par habitude, dans mes réunions, je suis le secrétaire de ma réunion. Il y a Cécile qui dit impossible d'animer et prendre des notes. Alors, si elle est bien préparée, en fait, moi, comment dire, les notes, alors c'est vrai, peut-être, mais alors, dans une réunion, il y a un truc qui est très sympa, c'est demander à que tout le monde soit secrétaire, en fait. Et à l'issue de cette réunion, on prend les notes de tout le monde, tous les participants, enfin, tous ceux qui souhaitent les transmettre, et après, les notes des autres et les miennes me servent à faire le compte-rendu. Alors, je dis ça, en fait, c'est quelque chose que j'utilise. Je suis aussi secrétaire du CE à Lille. Ça, je le fais au moment du CE. Mais quelquefois, quand j'ai bien préparé ma réunion, en fait, euh, pour certaines réunions professionnelles, le secrétaire, d'ailleurs, je le vis avec mes clients, beaucoup de gens le font en ligne, c'est-à-dire que c'est préparé, en fait, le document. Alors, les gens sont balèzes, mais ils le remplissent au fil de l'eau. Moi, je ne suis pas assez balèze pour ça, que je suis comme la personne qui s'exprimait. Mais je réussis à mémoriser les choses importantes, à mémoriser les mots importants, les mots répétés, etc. Ce qui revient, là, les redondances, ça me marque. Mais effectivement, j'invite les personnes qui ont du mal à prendre des notes à désigner un secrétaire et qui aura du mal de toute façon, personne ne se positionnera pour ça. Mais bon, c'est un travail enrichissant, mine de rien, de prendre les notes. Ensuite, dans le cadre du déroulement, alors une réunion bien faite, alors selon le cadre de la réunion, si c'est une conférence, si c'est une présentation, si c'est effectivement, on régule son propre temps, on ne régule pas les temps des autres. Toutefois, quand on est en réunion où c'est très participatif, quand il faut prendre des décisions ou quand il faut échanger, un brainstorming ou des choses comme ça, il faut donner le temps à tout le monde de parler. Et quelquefois aussi, quand on s'exprime, euh, quelquefois les gens ne comprennent pas. Et ben, il faut savoir aussi reformuler, ou mieux encore, exprimer quelque chose
et demander à l'autre de reformuler pour savoir s'il a compris ce que je voulais dire, en fait. Donc tout ça, en fait, dans le cas des échanges, alors ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais ça, en fait, c'est parce que j'aime bien les gens, en fait. J'aime bien partager avec les gens, mais dans le cadre d'une réunion, il ne faut pas avoir peur d'abord. En plus, il faut inviter tout le monde à parler. On a peur en général de dire je ne comprends pas. Donc il faut inviter les gens qui parlent peu à donner leur opinion. Il faut poser des questions, etc. Il faut aussi être humble et accepter comment dire, quelquefois les contradictions, les points de désaccord. Et, et on les prend, on les met de côté, enfin on les met de côté, on les prend, on les ramasse. Ça veut dire que ce n'est pas parce que j'annonce des choses qu'elles vont se passer comme je les annonce. Et en fait, les gens peuvent être en désaccord quand c'est des prises de décision. Et je peux aussi accepter que la décision ne soit pas celle que je souhaite prendre. Et voilà. Évidemment, dans le cas de l'animation, il y a des gens qui vont s'égarer. On recadre tout ça. Et de manière récurrente, on fait avancer la réunion. On dit « j'en suis là ». Voilà, on a vu tel point, etc. Les points qui sont, d'ailleurs, j'insiste, qui sont dans l'ordre du jour, en fait. Donc, on avance au fil du temps d'un document qui a été préparé, en fait. Donc, là-dessus, si la réunion, enfin, si on a bien préparé, elle va se dérouler comme c'est annoncé, en fait. C'est-à-dire, on suit, en fait, une recette. Enfin, à la fin de cette réunion, on va, alors toujours pareil, selon le fait que ce soit une réunion d'information, d'échange ou de prise de décision, évidemment, dans la clôture de la réunion, on va répartir des actions que quand tu auras des actions, que ce soit une réunion dans cet objectif-là. Toujours est-il qu'on va rappeler à tous ce qui s'est dit et sur les choses importantes, et là l'animateur a un rôle important sur les choses qui ont piqué, rappeler qu'en fait, ces points-là, enfin les points moins partagés, en fait, on les a bien pris en compte, on rappelle que ce qui a été dit. Et ça, c'est vraiment très important parce qu'en fait, c'est aussi à travers cette clôture de réunion que les gens doivent sortir de cette réunion avec le minimum de désaccords possible. En tout cas, des désaccords partagés. Voilà. Une question, Yves, t'en reviens en arrière, s'il te plaît. Une bonne question de Philippe. Là. La méthode est-elle la même si l'on anime une réunion en langue étrangère? Vache. J'aimerais bien pouvoir y répondre. Je ne parle pas assez bien. C'est très complexe, en fait. Si on anime… Ah oui, à cause de la culture, à cause de quoi? Pourquoi cette question, en fait? Parce qu'à l'étranger, les réunions, les principes sont différents. Il y a des… Attends. Philippe, vas-y, je te donne le micro, Philippe. Oui, oui, bonjour. En fait, simplement, je me disais qu'il y a peut-être des spécificités parce qu'en fait, on n'a pas la même facilité à dialoguer avec une langue étrangère, on manque de vocabulaire. Justement, après, en fonction des personnes qui sont en face de nous, ils ont peut-être pas les mêmes réflexes, les mêmes méthodes de fonctionnement en termes de raisonnement, de Ah, prise là c'est de culturel. décision, en fait. Il y a peut-être des choses qu'on ne fait pas dans d'autres pays, c'est ce que tu veux dire? Par exemple, Soit ça, soit le fait que l'animateur, de par son niveau, que ce soit en anglais, en italien, en espagnol, je pense qu'il doit avoir plus de difficultés à faire passer un message ou peut-être à reformuler, tu vois, une expression de besoin. Tu vois, c'est ce qui est un peu naturel en français. On a inconsciemment quand même des barrières. Enfin, moi, je suis pas fluent en anglais, mais je sais qu'à chaque fois, on a quand même des petites limites et il y a peut-être certaines subtilités, tu vois, qu'on a du mal à voir. Donc, je me disais qu'il y avait peut-être justement des points spécifiques à aborder ou à checker, tu vois, oui, alors là, par exemple, cette notion il y a quelque chose qui est face à la notion de respect ou à la culture. Et là, c'est un petit peu, je ne saurais pas apporter une réponse. La langue étrangère, c'est-à-dire que moi, j'imagine bien qu'une réunion avec des Japonais ne se déroule pas, enfin, pour des raisons culturelles. Je l'imagine, mais j'en sais rien en fait. En fait, moi, si tu veux, il y a quelques années, je faisais beaucoup de réunions en anglais avec l'Inde. Donc, je faisais des réunions, on était des fois une 10-15aine. Tu vas voir, la difficulté que moi j'ai rencontrée, et alors, elle ne vaut pas en conseil, elles vont en retour d'expérience, c'est que pour avoir fait des réunions avec des Indiens, tu vas te retrouver, avec la culture,
Donc, des fois, les choses que tu dis, tu peux te tromper parce que quand tu dis des choses en anglais, que déjà toi, tu essaies de dire français en anglais, attention parce que certains mots ont des connotations différentes, que certaines façons de faire, de dire au niveau de la culture peut changer. Tu te retrouves aussi dans une difficulté où des fois, tu as dans la réunion des gens qui ne parlent pas l'anglais. Donc, tu as une réunion en anglais et tu te retrouves des fois à devoir faire des pauses. Et c'est une difficulté que moi j'ai aussi souvent vue, c'est qu'à un moment donné, tu dois t'arrêter le temps que les gens ils traduisent aux autres personnes présentes. Et à l'inverse, quand ils remarquent une question, ça se traduit. Ça rajoute des difficultés dans ta réunion et ça rajoute surtout du temps. Oui, alors, et là, en fait, par exemple, dans ces exemples-là, moi, si je devais euh, animer ce genre de choses, comme je ne suis pas sûr d'ailleurs avec les Indiens, c'est assez fréquent, que les gens comprennent ce que je dis, enfin, ce que j'ai dit n'est pas compris comme ce que je voulais dire, là-dessus, en fait, peut-être qu'en fait, dans ces cadres-là, j'inviterais à insister le petit pavé reformulé pour vérifier la bonne compréhension. En gros, demander aux gens, voilà ce que j'ai dit, qu'est-ce que vous avez compris? Et en fait, et là, effectivement, les échanges seront beaucoup plus lents, mais enfin, il vaut mieux que la réunion dure 2 fois plus longtemps plutôt que la compréhension soit complètement à côté de la plaque, enfin, j'imagine. Et là, le compte-rendu aussi, alors, des comptes rendus en langue étrangère aussi, ça doit être. J'ai pas cette habitude-là, mais en fait, ce sera aussi. Le déroulement va changer. J'invite à insister sur la reformulation, c'est-à-dire être d'accord sur ce qui est dit. Je dis et tu me le répètes. Je pense que ça, c'est plus nécessaire dans certains contextes que d'autres pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Et d'ailleurs, je regrette que de manière générale en réunion, ça c'est très personnel, on ne demande pas aux gens de reformuler parce qu'en fait, très souvent, les gens ne diront jamais j'ai pas compris, jamais. Et bon, moi je suis vieux donc j'ai pas de problème. Quelquefois on m'explique des choses et je dis j'ai pas compris. Et on me les réexplique en me le disant de la même façon. Et ben moi dans ces cas-là, mon devoir de participant, si je veux jouer le jeu, c'est plutôt que de me braquer en disant je comprends rien, je vais me fermer ma goule. Et ben je vais dire voilà ce que j'ai compris. Et là la personne va comprendre qu'elle doit l'expliquer de manière différente. C'est ce que j'invite à faire en fait. Quelquefois euh, vous avez la question, tout le monde a bien compris, et quand il n'y a pas de réponse, on peut être certain qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas compris, parce qu'on a un peu peur de participer ou de passer pour l'imbécile du groupe. Mais dans ces cas-là, il ne faut pas dire ça, tout le monde a compris, ce serait plutôt à dire, est-ce que tu peux reformuler ce que je viens de te dire? Est-ce que quelqu'un peut reformuler est-ce que quelqu'un peut reformuler ce que je viens de dire? Et ça invite d'abord aux gens de participer, et en plus à s'assurer que la compréhension du groupe, ou au moins d'une personne du groupe, est conforme à mes attentes. Voilà. Je ne sais pas si ça apporte une réponse, mais… Oui, non, mais effectivement, la partie reformulation est bonne. Et justement, j'avais fait une fois une réunion, il y avait un exercice j'avais trouvé bien, en fait, en tout début de réunion, justement pour nous montrer que la reformulation, c'est quelque chose d'important, parce que chacun interprétait à sa manière, on va dire, ce qu'il entendait. L'animateur avait juste donné le mot rose. Et il avait dit, à l'évocation de ce mot, vous allez juste me dessiner un petit quelque chose sur une feuille. Et en fait, il y en avait qui dessinaient la fleur rose, il y en a d'autres, c'était une jolie robe rose. Enfin, chacun avait une interprétation différente, alors qu'en fait, on avait tous entendu le même mot. Tout ça pour montrer que justement l'importance de la reformulation, de bien dire, c'est pas parce que moi j'aimais une idée de cette manière qu'elle va être reçue de la manière à laquelle je m'attends. Alors, quand on entend reformulation, c'est un avantage, c'est que ça sécurise, enfin ça rassure les gens qui participent, et ça les invite à… Excusez-moi, là je vois que ma connexion Internet est instable, j'espère que vous m'entendez toujours. C'était un Oui, peu… vas-y. Et ça invite, en fait, le fait de demander à quelqu'un de reformuler, c'est très valorisant, enfin, il y a plein d'aspects, et puis ça, je crois que enfin, ça donne confiance aux participants, en fait. Il ne faut pas être trop directif, en réalité. Il faut faire participer, en particulier quand c'est des réunions de prise de décision. Okay. Et donc, les points d'attention là, sur les réunions en langue étrangère, comme disait Laurence, Oui, de pardon? faire attention aux problèmes culturels, en fait, en termes d'expression.
Et ce que toi, tu préconises aussi, c'est d'accentuer la partie reformulation, alors qu'on fait des... Voilà, c'est ce qu'on y a de mieux à faire, c'est-à-dire qu'on soit d'accord. Et D'accord. après, alors là, enfin, ta question est complexe parce on peut dire une grosse connerie en anglais alors que c'est pas du tout. On sombre de mots et en fait, au lieu de dire des coquilles, on dit des couilles, quoi. Et ça, c'est pas top. Ok, ok, bah, Ok, ça marche. parfait. Sans transition, je te propose de reprendre la suite. Ouais. Merci. Merci Merci, beaucoup. Philippe. Go. Ensuite, donc, alors ça, j'y tiens beaucoup. En fait, après la réunion, et ce sera toujours un paradoxe. Si on ne fait pas le compte-rendu, qu'on ne le diffuse pas, on aura raté la réunion. Si on le fait, il n'est pas sûr que le compte-rendu soit lu. Alors, il faut là-dessus, en fait, le compte-rendu, c'est quelque chose de très important, en fait, c'est quelque chose qui est partagé. C'est-à-dire que dans un compte-rendu, moi, je vous invite aux gens qui font le compte-rendu, demande aux participants, en particulier certains participants qui sont, quand il y a des actions en particulier, enfin quand ils sont très acteurs ou que ces participants aient été très importants, enfin leur participation ait été importante dans la réunion, de leur faire valider ce compte-rendu. Alors, c'est complexe au début, les gens ne valident pas, etc. Et puis on a tendance à dire, bah, puisqu'ils ne valident pas, bah, je valide d'office. Il faut inviter, il faut insister. Alors, et tout ça, c'est l'art de faire un compte-rendu où on valorise, enfin, il va falloir valoriser le travail d'équipe qui a été fait lors de la réunion. Donc, il faut donner envie aux gens de dire, ouais, c'est bien ça. Donc, et tout ça, on va dire, c'est un art aussi à travers le compte-rendu lui-même. Si on n'a pas, les gens ne seront pas contents. Si on a un, ils ne le liront pas. Si on le demande de valider, ils vont traîner des pattes. Dans mes différentes activités, j'ai réussi à faire valider des comptes rendus assez souvent. Il y a toujours des gens qui répondent. Et c'est la réunion, c'est pas la réunion de l'animateur, c'est aussi la réunion des participants. En fait, le compte rendu, c'est pas le compte rendu du secrétaire et ou de l'animateur, c'est de tous les participants. Donc là j'invite, en fait, j'insiste sur le fait, sur la réalisation du compte rendu, de faire tout l'effort possible pour éviter soit de ne pas en faire, et quand il est fait, que ce soit acquis. C'est-à-dire, ce compte-rendu peut être amendé. Il faut demander aux gens votre avis. Enfin, voilà. Tout ça, c'est très, très important, selon moi, pour donner une valeur ajoutée à la réunion. Les gens ne sont pas venus pour rien. À l'issue de ça, on en fait un compte-rendu qu'ils partagent et qu'ils amendent s'ils ne sont pas tout à fait d'accord avec ce qui est écrit. Ensuite, dans le cadre des réunions d'action, il y a des grands classiques, enfin, je veux dire des grands classiques pour les gens si c'est des réunions d'action, il va y avoir un tableau d'action qui sera peut-être à faire évoluer, à faire suivre, qui deviendra peut-être l'ordre du jour de la prochaine réunion d'action. Et enfin, on oublie les gens, c'est-à-dire que on ne nomme pas, hein. On ne va pas dire machin, il a eu un comportement tartempion, on s'en fout en fait. C'est pas l'objectif d'éléments à sortir de la réunion. Ça se règle en dehors de la réunion. Ça n'en fait pas partie. Enfin, je veux dire, ça n'en fait pas partie. Ça ne fait pas partie du bilan de la réunion. Voilà. Alors, dans les participants, alors il y a pas mal de prose sur ces participants. Il y a beaucoup de choses sur les personnes elles-mêmes. C'est une des parties qui m'intéresse, moi. Quand je fais une réunion, j'aime bien travailler avec plein de gens et puis voir, essayer de comprendre comment, à travers la réunion, les rendre actifs. Alors, certaines personnes, il n'y a pas besoin. Le bavard en fait partie. Alors, cette personne, la seule chose, c'est qu'il va falloir faire attention à ce qu'il ne parle pas trop. Alors, c'est tout un petit art, ça, de réussir à lui couper la parole dès qu'il reprend son souffle, des choses comme ça. À contrario, le silencieux, il va falloir essayer de l'inviter à parler. Ça veut dire qu'en fait, à travers une réunion, alors ça doit peut-être un petit peu plus compliqué à travers des audioconférences, mais de se rendre compte en visuel, en présentiel, vous savez qui parle plus. Enfin, on voit les gens, quoi. Donc, inviter peut-être le silencieux à s'exprimer sans poser des questions trop chiadées, quoi. Des questions peut-être fermées avec des oui et des non qui vont peut-être l'inviter à, à parler ou à partager avec le bavard, justement. La personne qui est agressive, elle est pas d'accord. En fait, elle essaye d'agresser les gens. Alors, dans tous les cas, c'est qu'en fait, on va l'oublier. L'agressivité, c'est vraiment quelque chose qui n'a rien à voir avec la réunion, c'est de l'émotion. On va essayer de lui faire, comme on dit dans les réunions, même si les gens comptent, on va essayer de recentrer sur les faits,
même si parfois le ressenti est aussi important que les faits. Mais bon, c'est l'objectif pour éviter qu'ils prennent le pouvoir. Le rigolo, ben, c'est très très bien. Enfin, à la limite, c'est vachement sympa qu'il y ait un mec qui mette un petit peu d'ambiance sympa. Du moment que ça ne devienne pas de l'ironie et qu'il ne blesse pas de personne dans le cadre de la réunion. Donc dans ce cas-là, on le calme un peu. Le théoricien, je ne sais pas. Alors, ce qui est important dans ces différents types de participants au début, là, moi, ce que je sais, c'est que je suis un petit peu de certains. Je fais partie du bavard, quelquefois du bouffon, et selon le cas de la réunion, quelquefois du théoricien aussi. Et bon, à nous, les participants, à nous aussi d'essayer de nous comprendre nous-mêmes et de retenir comment dire, ces sentiments, ou plutôt comment dire, excusez-moi, là, je ne trouve pas le mot. Enfin, en tout cas, éviter de trop être bavard pour celui qui est bavard, se forcer à causer un peu pour le silencieux, etc. Mais dans tous les cas, je pense que tous les gens qui sont là se retrouveront quelque part dans un de ces types, et selon la réunion, peut-être dans un, ou dans un autre, selon le cas. Le théoricien, bon, bah, tout le monde imagine ce que c'est celui qui va vous expliquer, qui va vous endormir, qui est très riche en connaissances, mais qui va braquer un tas de gens parce qu'il va empêcher les autres gens de parler, et puis en fait, il va nous perdre. Donc, l'objectif, c'est d'essayer de calmer sa verbe. L'obstructionniste, c'est celui qui va s'opposer à tout, en fait. Et là, l'objectif, c'est vraiment de lui dire pourquoi, qu'est-ce qui fait que tu ne sois pas d'accord, etc. Et d'essayer de le rendre constructif et marcher dans l'équipe, dans le groupe, en fait, dans la réunion elle-même. L'indifférence, c'est des personnes malheureusement qu'on rencontre souvent. Alors là, peut-être que c'est une erreur de l'organisateur qui a peut-être invité une personne qui n'avait peut-être pas besoin d'y être, en fait. Et là, c'est peut-être un mauvais choix. C'est pas grave en soi. J'ai été indifférent aussi. Hein. Je fais partie dans certaines réunions des personnes qui sont indifférentes. Et je crois qu'en fait, moi, la question que je me pose, c'est pourquoi on m'y a fait venir. Alors, pourquoi j'y vais aussi. C'est-à-dire que l'indifférent, il devrait aussi se dire, je n'ai pas besoin d'y aller si c'est un bon professionnel. Enfin, le déviant, c'est aussi la personne qui essaye de manière systématique de sortir du cadre de la réunion et de parler d'autres, qui profite de cette réunion pour essayer d'aborder d'autres sujets. Bon, là, c'est peut-être plus facile. On recadre, si on a bien préparé cette réunion, on rappelle et on montre facilement à ce déviant que son sujet, son débat est hors sujet, ne fait pas partie de la réunion elle-même, des sujets de la réunion. Voilà, là j'ai fait le tour sur les différents types de participants. Pour moi, c'est un sujet, enfin les participants, c'est vraiment les gens, c'est le cœur de la réunion. En fait, le cœur de la réunion, et ce sont les gens, quoi. Et je rappelle, on sera l'un ou l'autre de ce type de participants selon le type de réunion auquel on participe. Alors, je reviens sur 2 documents. Alors là, c'est un peu une redondance, mais c'est vraiment très important, ces documents qui sont l'ordre du jour et le compte-rendu, parce que l'ordre du jour, c'est vraiment ce qui va donner envie aux gens de venir à cette réunion. Alors déjà, c'est déjà pas facile, parce que la réunion, c'est pas quelque chose qui intéresse les gens. Et c'est un paradoxe, parce qu'à l'heure actuelle, moi, j'ai beaucoup de gens qui trouvent qu'on n'en fait pas assez de réunions. Les gens dans mon entourage, on oublie de... En fait, c'est quand même la réunion, c'est quand même un outil de communication vachement important, quoi. Donc, on ne communique pas assez à travers les réunions en ce moment, et, dans mes équipes en tout cas. Donc, l'ordre du jour doit inviter les gens à venir. Donc, cet ordre du jour doit être très, très invitant, proposé très clair dans l'objectif de la réunion, ce qu'on veut y faire. S'il y a des points un petit peu, comment elle va se dérouler. S'il y a des choses un peu pointues, on va les joindre, des pièces jointes, des documents, si on parle, des choses très pointues, on est bien du projet ou l'architecture, un tas de choses. On va donner le maximum d'éléments, on va être le plus transparent possible et inviter les gens à venir à cette réunion. Je crois que ce document-là est vraiment clé pour donner envie. Et lui qui va dire aux gens
aux participants invités de dire je vais pas venir. Je vais dire je vais pas venir. Et s'il est très bien ce participant, il dit je vais pas venir parce que ça ne me concerne pas. Il voudrait mieux voir avec Monsieur Durand, qui lui est plus sujet à participer, à être intéressé par l'objet de la réunion. Le compte-rendu. Alors, le compte-rendu, c'est vraiment quelque chose. On voit d'un côté, j'invite, ça me donne envie d'y aller. Enfin, je fais vraiment partie de cette équipe. Le compte-rendu, il montre que j'ai participé, je parle pour tous les participants, et que ce qui est dit, c'est bien ce qui a été dit lors de cette réunion. Il ne ment pas. Ce compte-rendu restitue ce qui s'est passé dans la réunion. Donc, on restitue à travers l'heure du jour, c'est un bon point de départ. On restitue par les points abordés. On rappelle les pièces jointes et ou les pièces jointes complétées. Éventuellement, s'il y a des réunions d'action, excusez-moi le terme, on mettra les actions prises, les décisions des actions prises qu'on aura présentées en entrée et qui vont bouger en sortie. Et ce document est très important parce qu'en fait, il donne confiance aux gens qui ont participé et en plus, il leur rappelle ce qu'ils ont dit. C'est-à-dire, ils ont participé et j'ai dit ça et ça c'est dans le compte-rendu, en fait. Voilà. Et ce document-là sera systématiquement diffusé à tous les participants. Ça, c'est très important. J'ai participé à une réunion, je veux savoir dans un groupe, je veux savoir ce que le groupe a dit. Donc, en fait, le compte-rendu sera, comment dire, il n'y a pas de censure. J'ai participé à une réunion, je sais ce qui s'est dit et je regarde ce qui a été restitué. Et comme je travaille bien et que j'étais participant, s'il y a des choses que je ne comprends pas et auxquelles je ne suis pas d'accord sur ce compte-rendu, je retournerai le compte-rendu avec un petit amendement. Donc, le compte-rendu qui est fait au départ sera pour validation auprès des gens qui ont participé à cette réunion. Et si ça marche bien, je vous assure que les gens, en fait, ils valident le compte-rendu. En fait, c'est très valorisant. Ce compte-rendu est valorisant parce que c'est mon compte-rendu aussi à moi, participant. Ce n'est pas que le compte-rendu de la personne qui a animé, de l'animateur de la réunion. Voilà. Donc, à travers ça, dans le compte-rendu, il y a ce petit point, en fait, il faut essayer, alors sachez que je ne suis pas un crack là-dedans, enfin, il faut être très synthétique ou le plus possible, c'est-à-dire qu'on ne va pas rédiger tout. Et moi, par exemple, je donne un exemple qui est vachement chouette parce que c'est tout à fait moi. Lors de cette réunion, les points abordés par et avec les participants sont le suivant. Et ben, plus d'une fois, Laurent m'a dit, écoute, si tu peux mettre point abordé, ce sera simplifiant. Et, donc, moi, je suis un peu verbeux. Mais toujours est-il qu'il faut faire des efforts au niveau synthétique. Il faut parler le langage écrit. Il faut écrire, oui, on n'écrit pas le langage parlé plutôt, pardon. Moi, c'est très important de supprimer les fautes d'orthographe parce qu'en fait, les gens le voient tout de suite et en fait, c'est perturbant dans un compte rendu. En fait, il faut que la forme, c'est ce que j'écris en haut, il faut que la forme puisse passer, soit oubliée pour que le lecteur se consacre au fond. Donc, pour éviter tout ça, il faut supprimer tous les problèmes de forme, en fait. Ensuite, dans le cas de la forme, on va aussi avoir un client qui a des règles de communication, des moyens, enfin des normes. Donc, on va utiliser les normes du client parce que ça fait partie aussi de la forme. Le client, s'il travaille avec des mails ou avec des comptes rendus, des formulaires, etc., on va utiliser ces documents-là parce que ce sont ceux utilisés par le client. Et en fait, on veut oublier, c'est pas comment c'est fait qui est important, c'est ce qu'il y a dedans. Et si on braque le client juste parce qu'en fait, j'ai envoyé un mail plutôt que de faire remplir le formulaire, bah, c'est dommage. Ensuite, il y a des choses qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'il y a des mots qui vont être dits souvent, difficulté, problème ou réussite, etc. Et ben tout ça, en fait, s'ils sont répétés, c'est des mots qu'on va dire, parce que c'est des mots forts. Et en fait, les gens les ont dit plusieurs fois. Et ça, on le sait, faut qu'on se les grave dans le cadre de la réunion, des choses positives et ou négatives. Il va falloir les garder, en fait, et les prendre. Quand les mots sont répétés très souvent, c'est que les mots sont forts. Quelquefois, on va s'engueuler dans le cadre d'une réunion, on va s'accrocher, deux personnes vont s'accrocher, on l'oublie. Et enfin, malgré tout, dans ces comptes rendus, toujours revoir sa lecture en oubliant les jeux tu. On est un groupe, enfin les participants de la réunion, il n'y a pas de patron, il y a les participants. Donc c'est nous qui avons participé. Et quelquefois des mots, enfin essayer de positiver, c'est bon.
je l'ai vu enfin, dans des comptes rendus des et des à la place de mais, c'est très important, ces petits mots-là. Et en fait, c'est une gymnastique. Moi, je mets un peu de temps à faire un compte rendu, je vais vous dire. Mais toute cette gymnastique-là est très valorisante pour les lecteurs. C'est-à-dire que le compte rendu sera mieux reçu. Voilà. Alors maintenant, en fait, on ne fait plus de réunions en ce moment avec le confinement. On fait de moins en moins, et de toute façon, avec les gens qui travaillent de plus en plus loin les uns des autres. Enfin, en tout cas, moi, je travaille pour ITCE, il y en a partout, les gens sont de partout. Je ne sais pas si c'est vrai dans toutes les entreprises, etc. Mais toujours est-il que on fait de plus en plus de réunions à distance, dont la nôtre actuellement. Alors pour moi, ce que ça change, principalement, parce que moi je ne suis pas très à l'aise avec tous ces outils, c'est les moyens de communication eux-mêmes, et qui peuvent parfois provoquer des vraies difficultés, en fait. Et heureusement, enfin, là, je remercie Laurent, parce que en fait, je ne suis pas du tout à l'aise avec tous ces outils de communication, à part le dernier qui est apparu. Mais ça, c'est une vraie différence. Alors, je pense que dans l'entreprise, maintenant, les entreprises ont choisi leur outil et communiquent avec tel ou tel outil. Mais nous, peut-être quelquefois, on va être embêtés avec les outils eux-mêmes de communication. Zoom peut en être un. Enfin, il faut que je sois équipé. Je donne mon cas et Laurent en est témoin. Zoom, je ne peux pas l'utiliser avec mon PC professionnel, donc je dois utiliser mon PC personnel qui s'est cassé la figure. Il a fallu que je recherche un troisième PC pour pouvoir vous présenter cette réunion, en fait. Donc, toutes ces problématiques technologiques est une vraie problématique. Hein. Il faut penser que tous les gens n'auront pas l'équipement qui permettra de faire une réunion à distance. Et ça, en fait, il faudra l'accepter, en fait. Alors, c'est très important. Si l'entreprise souhaite faire de plus en plus de réunions à distance, il faut qu'elle mette les moyens permettant ces réunions à distance. Pour le reste, donc si je vois là, il y a une vraie problématique technologique. Chaque participant doit avoir l'équipement adapté. Et puis il y a aussi ce qu'on rencontre. On a des difficultés, enfin, moi pour le moment ça va, mais des difficultés de qualité de réseau. En tout cas, pour le reste, selon moi, il n'y a pas de changement. Une réunion à distance ou une réunion en présentiel, c'est la même chose. Alors c'est un petit peu perturbant parce qu'on ne voit pas les gens, mais de plus en plus dans les outils, on sait qu'ils parlent. Enfin, quand il y a des échanges, quand Pierre et Paul parlent, on sait que c'est Pierre et ou Paul. Il y a un petit avantage, c'est que c'est une réservation de salle virtuelle. C'est beaucoup plus simple qu'une vraie salle de réunion qui jusqu'à présent était vraiment occupée. Enfin, au niveau du déroulement de la réunion, est-ce qu'ils vont plutôt faire une visio, une audio? Alors moi, ce que je sais, c'est, enfin, je me suis un petit peu interrogé à cette question-là. J'en ai parlé avec mes enfants. En fait, ça dépend de la personne. En fait, certaines personnes ne veulent pas qu'on rentre dans leur cercle d'intimité et donc préfèrent des audios que des visios. Les outils s'adaptent pour justement pouvoir faire des visios en floutant, je crois, l'environnement. Comme ça, en fait, je ne montre que moi, pas mon environnement. Et ce qui est important aussi, c'est si les outils ne le permettent pas, c'est que quand on prend la parole, dans le cas de réunions à distance, des audios ou des vidéos, enfin des audios, bah, je recommande, moi je le fais toujours, enfin c'est par habitude, mais c'est parce que je suis pas habitué à tous ces outils, je ne sais même pas si on me dit c'est moi qui parle. Je recommande aussi de dire Yves Casniabert, enfin voilà, Yves Casniabert, je voudrais demander. Voilà. Pour le reste, pour la préparation de la réunion, pour les comptes rendus, pour le déroulement, le contenu, en fait, ça ne change rien, le fait d'être en audio, selon moi. Voilà. Et là-dessus, ma présentation, je ne sais pas combien de temps elle a duré, en fait. Je n'ai pas minuté. Elle a peut-être été un peu... Je vais compléter juste la partie d'avant et je pense qu'effectivement, on aura peut-être des échanges à faire là-dessus. Organiser une réunion à distance, ça fonctionne, mais ça nécessite quand même plus de vigilance. La preuve, par exemple, aujourd'hui, on est à distance, on est en télétravail, on est souvent à domicile, enfin de nombreux cas, et actuellement on est à domicile. Couper les micros, c'est une obligation. Je pense qu'on est tous témoins, quand on fait les réunions quotidiennes, nous, les matins. Quand on ne coupe pas les micros, c'est un peu infernal. Donc, c'est un des réflexes à avoir. Il faut couper les micros parce que sinon, vous avez tous les bruits parasites qui sont bloquants. Néanmoins, les réunions à distance, ça fonctionne. La preuve est encore que ce matin avec Alexandre Cliconois, que je vois ici présent, on a eu ce matin une soutenance à un appel d'offres par visioconférence. Et ça fonctionne très bien.
on se partage l'image, on partage le support. Ça fonctionne quasiment que quand on est en réel face à face. Néanmoins, la différence, c'est que effectivement, là, les gens sont chacun de chez eux. Ça se passe tout aussi bien. Voilà. Avant de laisser, avant de couper, Est-ce que oui, je souhaiterais juste apporter un dernier complément, qui est un petit peu un complément réunion coronavirus en fait. De plus en plus en fait, on préconise, enfin, nous vivons en fait des préconisations en fait de se réunir, en fait, de faire des réunions tout à fait informelles, c'est-à-dire facultatives, bien qui vieux. Des réunions d'équipe, je le recommande en fait, c'est pratiqué, c'est plutôt positif. Ça n'a rien à voir avec la réunion elle-même, hein. Mais c'est dans l'environnement actuel, des réunions d'un quart d'heure de la journée, des réunions d'équipe. On invite tous les jours à 17h30, à 18h, ou réunion du matin, peu importe. Les gens viennent, ils causent de ce qu'ils veulent, les gens de l'équipe. Et ça dure un quart d'heure, et puis à la fin, on se dit à plus, et puis voilà, à demain. En fait, là, c'est offline. Enfin, je vous invite aux équipes de faire des réunions informelles. Viendra qui veut, parle qui veut, on s'en fout. C'est pour le plaisir, enfin, de se retrouver en équipe. Voilà. C'est le café du matin Oui, tout à fait. Avant de poser une question très intéressante qu'on a eue et de débloquer les micros à tout le monde, Cécile qui dit le gros changement à distance, c'est qu'on n'a pas le langage non verbal. Et effectivement, le langage non verbal, dans certaines réunions, qui plus est dans des comités de pilotage, de réunions des clients, le langage non verbal, il est à 80% le plus parlant. Bon, oui, effectivement, on ne voit pas les expressions, etc. Et est-ce que ça peut pas être un avantage? Je ne sais pas. Moi, j'ai envie de dire que, enfin, moi, ça ne concerne que moi. J'ai envie de dire que quand je suis dans une réunion avec un client, le langage non verbal est pour moi quasiment ce qui va donner le plus d'indicateurs sur son ressenti, sur son comportement, sur comment il perçoit ce que tu dis. Voilà. Eh ben, ah oui, alors il faudra peut-être changer, reposer. Alors là, il y aura beaucoup de reformulation, probablement. Mais ça, oui. Alors ça, c'est un super sujet, Cécile. C'est un sujet que moi, je prépare, pas dans les semaines qui vont venir, mais c'est un sujet que je prépare pour justement faire une presse sur ça, sur le langage non verbal. Voilà. Une question très intéressante de Refki, et après, je débloque tous les micros. Est-ce qu'il y a une différence entre l'animation d'une réunion d'équipe et une réunion avec des participants externes? Bah, moi, je dirais que dans les réunions d'équipe, on connaît les personnes, donc on imagine la réaction des uns et des autres, mais j'invite à ne pas faire de différence, c'est-à-dire que là-dessus, effectivement, l'avantage ou le privilège qu'on a de connaître les uns et les autres peut être un inconvénient. Je dirais plutôt que non. Non, en fait, les gens, c'est la curiosité, en fait, c'est le plaisir d'être avec les gens en réunion. Évidemment, quand on connaît les gens, on a des certitudes qui ne sont pas des bonnes certitudes. On a des convictions, plutôt. On pense que la personne va réagir comme ça. Quelquefois, il y a des surprises. En fait, moi, j'aurais tendance à dire que non. Et puis, c'est curieux. Enfin, moi, évidemment, on a plus le trac de parler avec des gens qu'on ne connaît pas que des gens avec qui on a l'habitude de travailler, oui. Mais il ne faut pas en tenir compte. Je dirais que non. Ok. Les micros sont actifs. Si vous voulez activer votre micro pour poser une question, n'hésitez pas. Yves est à votre écoute encore. Ouais. Il vous suffit de réactiver le micro, hein, si je ne dis pas de bêtises. Ça devait être formidable. Personne n'a de questions? C'est surprenant. Bah, si, t'es sûr, Cécile, tu n'arrives pas à activer ton micro? Bah, vas-y, Cécile, j'ai activé ton micro. Ah, ça y est. Non, mais je voulais reparler de ce langage non verbal. Moi, je suis dans une équipe agile chez Orange. On fait bien sûr toutes nos réunions à distance. On peut facilement être une douzaine, chacun chez soi, autour du même pont téléphonique. Pour des raisons de bande passante, on n'active pas les caméras. Et on est confronté très, très souvent à des silences, en fait. On ne sait pas ce que font les gens, s'ils sont attentifs, s'ils ne le sont pas. On pose une question, on est dans le vide. Enfin, moi, j'ai beaucoup de difficultés sur l'animation de réunions tous ensemble. Le fait de voir les gens, de les voir, ça change ton comportement, ta façon de voir? Ouais. Quand on fait les réunions en présentiel où on est 12 autour d'une table, forcément, on capte les regards, on voit quand les gens sont interrogatifs. Enfin, là, j'ai l'impression que ça ose moins réagir, en fait.
il est difficile de verbaliser, je pense, et de dire « Attendez, stop, j'ai pas compris ». Alors que quand on est tous ensemble, on capte facilement le regard de celui qui n'a pas trop pigé et qui n'ose pas poser la question. C'est le silencieux, quoi, qu'on arrive à capter comme ça. Dans ces cas-là, peut-être en fait, la meilleure solution, c'est d'inviter à tout le monde quand le sujet est sensible, hein, je veux dire, quand il y a des choses qui sont dites et qui n'ont pas forcément une importance forte, mais quand on pense que, enfin, c'est difficile, mais quand on pense que le message ou le sujet est un petit peu délicat, bah, il faut demander aux autres, à chacun de donner son opinion rapidement, en 1 minute ou en très peu de temps. Enfin, ça dépend. Là, moi, c'est tout ce que je peux inviter. Et il y a des gens, par contre, ce langage non verbal peut coincer des gens, en fait, ce langage verbal, pardon, non verbal. Ah oui. Et en fait, il y a peut-être des gens qui sont plus à l'aise dans des réunions en audio. Ça peut être un gain, en fait. Ce n'est pas nécessairement une perte. Par exemple, moi, je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais j'ai l'impression que les gens, quand on est en audio, sont obligés de plus écouter, de moins regarder. Et donc, l'écoute est plus active. On a aussi beaucoup d'indifférents qui font très sûrement autre chose que écouter. Et attirer l'attention sur ce que je viens de trouver dans cette application que je trouve très bien par rapport aux réunions que je fais sous Skype chez AXA où ça n'existe pas. C'est lever la main, parce que quand vous êtes 2 personnes à discuter, si vous êtes en présentiel, il est très facile de montrer qu'on veut dire quelque chose sans couper des personnes, ce qui est assez mal poli à ma connaissance. Et j'ai trouvé ça dans le petit truc plus, là, lever la main, dire oui, je voudrais dire quelque chose, mais bon, je ne voudrais pas couper les gens. J'ai trouvé ça bien. Ce que je constate, en fait, c'est qu'on est plus sensible à la réunion audio qu'à la réunion elle-même. Enfin, moi, j'apporte une importance quand même sur l'objet de la réunion. Pour qu'elle soit réussie, il faut que les gens… Et en fait, il faut qu'il y ait une certaine forme de plaisir à y aller. Et une certaine forme… Oh là là. Une certaine forme de plaisir à y aller, une certaine forme aussi de restitution de plaisir à lire ce que j'ai fait dans cette réunion. C'est pour ça qu'en fait, au-delà de la forme de la réunion, en fait, j'ai l'impression que la réunion elle-même est plus importante que ce qui se passe avant et ce qui se passe après. J'insiste sur le fait que les 3 sont importants. En fait. Une bonne préparation, un bon compte-rendu va rendre les prochaines réunions de meilleur en meilleur. Et avec de moins en moins de gens, des participants passifs, parce qu'en fait, ils ne viendront plus, parce qu'en fait, ils peuvent vous dire « je ne suis pas concerné ». C'est des choses très simples, en fait. Voilà, je pense ça, en fait. Avant que les gens partent, je voudrais juste remercier énormément Yves pour cette présentation.